Et coucou, très content de vous retrouver. Comment vous allez? Nouvelle vidéo, bien sûr, sur l'actualité du MotoGP. Au sommaire, pour commencer, on va avoir pas mal de petits sujets, hein. On va parler tout d'abord d'une bien mauvaise nouvelle pour Fermín Aldeguer. On parlera ensuite des motos 2027. On a une première information qui est assez croustillante. On reviendra sur des propos de Fabio Di Giannantonio sur Marc Marquez. Ensuite, sur des propos de Lucio Cecchinello sur l'affaire, entre gros guillemets, Johann Zarco de cette saison 2025. Après, nous aurons donc une bonne nouvelle pour Marc Marquez et on terminera donc par le plan, entre gros guillemets, secret de Honda pour l'avenir du constructeur en MotoGP, du point de vue donc du line-up de pilotes. Juste avant de commencer, je vous montre les 6 gagnants du concours que j'ai organisé ces derniers temps sur mes réseaux et donc sur cette chaîne YouTube. Je vous ai normalement donc tous contactés et je suis en attente de votre réponse. Voilà, un grand merci pour ce concours qui était bien sympa et bravo à tous. On passe donc à nos actualités concernant le MotoGP. On va démarrer par une mauvaise nouvelle malheureusement pour Fermín Aldeguer. Le pilote espagnol s'est blessé. Il a subi une fracture lors d'un entraînement à Valence et va donc être opéré à Barcelone. À voir donc comment tout ça va évoluer pour Fermín Aldeguer. Il va y avoir quand même assez rapidement, entre gros guillemets, la reprise du MotoGP avec les tests sur le circuit de Sepang. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations de savoir si oui ou non il sera présent. Je pense que oui, mais bon, on attend bien sûr les informations officielles. Pour continuer, il y a aussi quelque chose de très intéressant qui a été dit par Loris Capirossi, personne quand même assez importante et reconnue du monde de la moto. Il est revenu sur la différence qu'on pourrait avoir donc avec les MotoGP de 2027 par rapport aux MotoGP donc de 2026, on va dire. Et on parle apparemment de 2,5 secondes de moins au tour pour une MotoGP 2027 par rapport donc à une MotoGP 2026, on va dire, de ce règlement actuel. Et ça fait une sacrée différence quand même, une sacrée différence. Alors on sait bien sûr qu'avec le nouveau règlement, on a des moteurs 850 cm3, bien évidemment qu'on allait aller moins vite, on le savait tous, mais 2,5 secondes de moins au tour, ça fait quand même pas mal. Je sais que comme ça on peut se dire, ouais bon, c'est pas vraiment grand chose, mais rendez-vous compte que dans ces eaux-là, c'est globalement l'écart qu'il y a entre une Moto 2 et une MotoGP. Donc techniquement, les MotoGP de 2027, ça pourrait être les Moto 2 de demain. Bon, je tire le trait, hein, bien sûr, je rigole, mais c'est quand même quelque chose d'assez intriguant et d'étonnant, entre guillemets. Nous verrons après si ça se confirme ou non. Pour l'instant, hein, c'est une analyse, c'est pas encore factuel. J'espère que ce nouveau règlement tiendra toutes ses promesses. Si on va moins vite, mais qu'à côté on a plus de bastons, des courses plus belles, moi on pourrait rouler à 150 km/h, tant qu'on a du spectacle, tout va bien, hein. Mais bon, ça c'est un grand débat et nous verrons bien en 2027 comment ça se passera. On va maintenant voir des propos de Fabio Di Giannantonio qui est donc revenu sur les réglages de Marc Marquez. Il a tout simplement déclaré qu'il serait dernier s'il copiait les réglages de la Ducati de Marc Marquez. Et je trouve ça intéressant parce que pour pousser le débat un petit peu plus loin, c'est aussi une force finalement de l'Espagnol, de Marquez, d'avoir un style de pilotage qui est tellement atypique, d'être aussi un pilote tellement exceptionnel qu'il a une façon de piloter qui est très difficile à recopier. Et c'est une analyse très personnelle, hein, mais je pense que c'est peut-être aussi l'une des choses qui a handicapé par exemple Francesco Bagnaia au cours de cette saison 2025, c'est que quand il était en difficulté, je pense que par exemple en 2024, Pecco s'est quelquefois tourné vers les autres pilotes Ducati pour voir leurs réglages, pour voir ce qu'ils faisaient, et je pense qu'il grappillait. Alors quand je dis Pecco, c'est Ducati usine d'un point de vue général, qui se servait bien sûr de tous ces teams, de toutes ces motos pour essayer d'aider le pilote numéro 1, ça veut dire Pecco. Et je pense que par exemple en 2024, Pecco a été vachement aidé d'un pilote comme Jorge Martin qui, des fois, arrivait à trouver des choses peut-être que Pecco n'arrivait pas à trouver et ça permettait peut-être de le relancer au sein d'un week-end. Rappelez-vous, très souvent, on voyait des journées du vendredi assez complexes pour l'Italien et puis le samedi, le dimanche, on retrouvait un immense Pecco capable même des fois de gagner. Sauf que lors de cette saison 2025,
Bah, le problème, c'est qu'à côté, dans le team, tu as Marc Marquez qui pilote d'une manière, totalement différente et tu peux pas vraiment le copier. Tu peux pas vraiment copier ce que fait Marc Marquez, l'appliquer pour toi et hop, tout va bien. Quand tu as Marquez qui est le pilote numéro un, qui est le plus fort sur, la machine, qui arrive à pousser cette Ducati 2025 dans ses retranchements, qui est le plus rapide sur cette moto et que toi, bah, tu peux pas copier ce qu'il fait, tu peux pas vraiment t'aider de ce qu'il fait, bah, du coup derrière, on rame, on rame. Ça n'a pas été facile pour Didia, ça n'a pas été facile non plus pour Francesco Bagnaia. Alors attention, hein, gros disclaimer, je dis pas que c'est pour ça que ça a été compliqué par exemple au Pecco ou quoi que ce soit, mais je pense personnellement, selon mon analyse personnelle, que c'est l'une des raisons qui a peut-être aussi des fois compliqué la tâche, certains week-ends de Pecco ou des autres pilotes Ducati sur la 2025. Enfin, je dis les autres, bon, il y a que Digia sur d'autres pilotes Ducati sur la 2025. Donc voilà, peut-être que des fois ça n'a pas été facile pour eux. Bref, petit sujet, je clôt ça ici, mais je trouvais ça assez intéressant. On va maintenant parler des propos de Lucio Cecchinello. Ça a été donc une affaire au cours de cette saison 2025. Honda et Johann Zarco, après une première partie de saison absolument exceptionnelle, hein, des podiums, la victoire au Mans. Johann Zarco était vraiment incroyable hein, dans cette première partie de saison. Il a été même à un moment cinquième au championnat du monde. Être sur une Honda et être cinquième au championnat du monde, c'est fou. Et même pour Johann Zarco, qui n'est pas le pilote usine de Honda, c'était aussi quelque chose de vraiment très très fort. Et ça montrait bien sûr tout le potentiel, tout le niveau du pilote français. Mais malheureusement, dans la deuxième partie de saison, les choses se sont vraiment compliquées. Beaucoup de chutes, des performances qui ont été aussi, d'un point de vue général, un petit peu moins bonnes. On en a beaucoup parlé au cours de cette saison. On a mis bien sûr en lumière les problèmes de développement de cette Honda, mais on n'a jamais eu vraiment de version officielle. Et bien justement, Lucio Cecchinello nous la donne. Honda a produit d'excellentes pièces de développement cette année et nous avons dû attendre quelques semaines pour les recevoir et cela a engendré une petite déception. Et il n'était pas concentré à 100% sur le pilotage de la moto, en parlant donc bien sûr de Johann Zarco. Il déclare aussi: durant la seconde moitié de la saison, nous avons commencé à avoir des difficultés. Lorsqu'on monte sur le podium, on aspire vraiment à obtenir d'autres excellents résultats. Et finalement, Johann a commencé à connaître trop de chutes. Ces accidents ne nous ont donc pas aidés. Voilà donc la version officielle. Je vais être franc avec vous, on n'apprend rien. Tout ça, on en a déjà parlé au cours de cette saison 2025, mais je trouve intéressant d'avoir cette fois-ci une version, encore une fois, comme j'ai pu déjà le dire, officielle. Lucio Cecchinello, c'est le boss du team LCR Honda, l'équipe satellite de Honda. C'est quand même quelque chose qui est intéressant. C'est pas juste une analyse personnelle, c'est la vision officielle d'une personne importante de chez Honda. Et c'est dommage, hein, comme on a pu déjà le dire au cours de cette saison 2025, je pense que Johann Zarco a été un pilote très important dans le développement de cette machine. Et au cours de la saison 2025, finalement, on l'a mis un petit peu de côté. Alors qu'il avait en grande partie développé la moto, aidé au développement de la moto. Et en plus, c'était le meilleur pilote Honda. Et pourtant, on a dit: ah, non, attends, on va plutôt donner au pilote officiel. Évidemment que ça a joué psychologiquement. Ensuite, comme le dit très bien Lucio, il y a eu les chutes, il y a eu la perte de confiance dans la machine, ça n'a pas aidé. Mais pour moi, ce qui a été vraiment le point qui a fait démarrer toute cette histoire, c'est quand on a donné l'impression, en tout cas chez Honda, de préférer mettre Johann Zarco de côté pour essayer de continuer de favoriser le team usine. C'est logique dans une stratégie sportive assez basique, bien évidemment. Un constructeur va toujours vouloir avantager son team usine par rapport à son team satellite, c'est normal, mais dans la situation de Honda où on doit revenir, où en plus Johann Zarco a été un pilote extrêmement important dans le développement de la machine, et qu'en plus c'est lui, là actuellement, ton pilote numéro en termes de résultats, on aurait, je pense, aimé avoir une stratégie différente du constructeur japonais, mais ce ne fut donc pas le cas. On va parler maintenant d'une bonne nouvelle concernant Marc Marquez. Ça y est, le pilote espagnol est remonté sur une moto. Alors bien sûr pas une moto GP, mais il était donc de retour sur cette belle Ducati rouge sur le circuit Aspar. Si je ne me trompe pas, c'est un circuit espagnol à Valence.
Et bah voilà, Marc Marquez a donc fait son retour en piste. Il a déclaré: «Je ressens toujours cette excitation quand je monte sur la moto, même s'il y a un grand écart, mais c'est la tension qu'il faut. J'aime la pression et c'est sous pression que je suis performant. Sinon, je m'ennuie. Vivre avec du ressentiment est très difficile.» C'est là que tu vois quand même la mentalité des grands champions. Moi, sous pression, je me mets à trembloter. Marc Marquez, il a besoin de ça. Alors, il y a aussi un autre point que Marc Marquez a abordé, c'est tout simplement sa retraite. Il a donc déclaré qu'il prendra sa retraite plus tôt car son corps le poussera plus loin que son esprit. En gros, il a l'esprit, la tête pour rivaliser encore pendant des années, mais sûrement que la limite qui arrivera, c'est son corps. Et quand on voit tout ce qui a pu se passer ces derniers temps, tu peux quand même bien comprendre, à mon avis, que son corps, oui, va commencer à le limiter dans les années à venir. Et c'est ce qui devrait le pousser plus rapidement, on va dire, à la retraite. Bon, moi j'espère le plus tardivement possible, parce que bon, c'est une surprise pour personne. Vous savez très bien que Marc Marquez est un pilote que j'adore. C'est mon pilote préféré actuellement en MotoGP. Et pour moi, c'est quelqu'un qui apporte une flamme et une lumière aussi à la catégorie. Donc j'espère qu'il continuera le plus longtemps possible. Nous verrons bien. Si on parle de quelques années ou de beaucoup d'années, je n'en sais rien. On arrive donc au tout dernier sujet de cette vidéo et on va revenir sur, encore une fois, à prendre avec des pincettes, avec de gros guillemets, le plan secret de Honda pour 2027. Le constructeur japonais, apparemment, d'après certains oui-dire au sein du paddock, pourrait être en train de préparer un plan assez chargé pour la saison 2027 du point de vue du line-up de pilotes. On viserait tout simplement de gros poissons. C'est justement le journaliste MotoGP Jack Appleyard qui en a un petit peu parlé en disant: pour moi, Honda serait mon choix pour 2027. Vous avez vu les progrès qu'ils ont réalisés ces 2 dernières années et surtout cette saison, c'est un pas énorme en avant. On a l'impression qu'ils n'avancent que dans une seule direction et ils ont les moyens financiers de le faire. Pour le moment, je ne pense pas qu'ils puissent gagner un championnat, mais je sais pertinemment qu'ils sont impatients de débaucher un pilote de très haut niveau. Et justement, il donne des noms, il dit: je serais très surpris si Fabio Quartararo, Pedro Acosta ou Jorge Martin ne pilotaient pas pour Honda en 2027. Et il conclut par ce message assez logique: leur principal objectif est clair, recruter un pilote de classe mondiale digne d'un championnat. Voilà donc quelque chose d'assez intéressant. C'est toujours aussi cool de pouvoir voir la vision d'un journaliste du MotoGP, quelqu'un bien sûr de bien renseigné et qui bosse au cœur donc de ce milieu. C'est après pas très étonnant non plus, parce que au cours de cette saison 2025, on a eu déjà toute cette histoire entre Honda et Jorge Martin. On peut imaginer qu'en 2027, ce soit un petit peu la bis repetita et que de nouveau, Jorge Martin essaie de signer chez Honda. Cette fois-ci surtout, il sera sans contrat, donc il pourra quitter Aprilia. Je me dis, Jorge Martin, ça me semble être quand même une option très très probable. Maintenant, il y a aussi quand même quelque chose qu'il faudra regarder, c'est qu'est-ce qui va se passer pour le pilote espagnol au cours de cette saison 2026 avec Aprilia. Parce que, bon, c'est une surprise pour personne, la saison 2025 a été un calvaire absolu pour lui, ça a été une catastrophe de bout en bout. Et malheureusement, il n'a pas pu montrer la meilleure version de soi-même. En 2026, on va attendre le retour de Jorge Martin vraiment à 100% de son niveau et on va espérer justement le voir très rapide sur une Aprilia normalement qui devrait bien fonctionner. Mais si ce n'est pas le cas, attention, parce que Honda pourrait aussi du coup changer entre guillemets donc de cible, parce que comme vous l'avez compris, le grand plan aujourd'hui du constructeur japonais, c'est d'être de nouveau champion du monde en essayant donc de signer un cador, une grosse pointure de cette catégorie, globalement l'un des meilleurs pilotes du monde. Et il y a aussi d'autres pilotes qui vont taper à la porte justement à la fin de la saison 2026, comme Pedro Acosta ou encore Fabio Quartararo. Et ça va pas être si simple dans un premier temps pour Jorge Martin. Alors c'est vrai qu'on peut aussi imaginer que Honda fasse une Dream Team absolue avec par exemple 2 pilotes des plus rapides donc du monde au sein de l'équipe, comme par exemple, je sais pas, un Acosta et un Martin, ou un Acosta et un Fabio Quartararo. Après, niveau salaire, ça va commencer à sortir des gros chéquiers. Je suis pas sûr que c'est non plus vraiment la meilleure stratégie possible. Après, quand on parle d'argent, on sait que Honda a les moyens clairement de mettre
de gros billets sur la table, mais je pense quand même qu'on vise plutôt un pilote de premier plan, un pilote numéro un et un autre pilote évidemment très fort à ses côtés, mais qui serait quand même plus centré sur être le second pilote de l'équipe. Pour Fabio, je vous avoue que c'est en vrai, c'est un gros débat Fabio Quartararo, on en a déjà beaucoup parlé, donc je ne veux pas vous saouler avec ça, mais est-ce que vraiment il quitterait Yamaha? Dans l'idée où il voudrait donc quitter le constructeur japonais. S'il quitte Yamaha, est-ce que vraiment rejoindre Honda, c'est l'option? Oui, il y a des sous. Oui, il y a un projet qui, pour l'instant, semble aller un petit peu plus vite que celui de Yamaha, mais bon, Honda, Yamaha, c'est quand même souvent des problèmes qui se font un peu écho, hein. Donc moi, je vois quand même plus le français, s'il devait partir de Yamaha, essayer plutôt de rejoindre un constructeur européen. Ça me semblerait plus logique. Pour Acosta, c'est pareil, ce qui me semble un peu compliqué pour lui, c'est que lui, il veut aussi un projet gagnant. Et on sait qu'il y a une véritable option pour lui chez Ducati, que ce soit chez la VR46 ou même, hein, il y a des rumeurs maintenant au sein du team usine. Donc Acosta, s'il a l'option Ducati, je pense que même s'il y a une offre de Honda, je le vois plus aller chez Ducati. Mais pour terminer sur le sujet, Madame Irma, il y a quand même quelque chose qui est aussi important de souligner, c'est qu'avec ce nouveau règlement, celui qui peut être dans les meilleures dispositions du point de vue du nombre d'ingénieurs, du point de vue financier, et ben finalement c'est Honda. C'est Honda le plus gros constructeur de motos au monde. C'est Honda le plus grand constructeur de l'histoire de cette catégorie. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Oui, Ducati, ces dernières années, a effacé Honda, clairement, hein. Honda a été en très grande difficulté. Mais pour un nouveau règlement technique, du point de vue de l'investissement et des choses qu'on peut apporter, Honda est dans une très bonne posture et je crois que c'est Carlo Pernat qui en a parlé justement. Et ça peut être aussi quelque chose de très intéressant. Mais pour mettre un petit peu d'eau dans mon vin, j'ai envie quand même de vous dire que plus d'une fois, on a vu dans le monde d'un point de vue général que ce n'est pas toujours la plus grosse équipe ou celui qui a le plus d'argent qui finit par sortir le meilleur produit à la fin. Le génie, c'est aussi quelque chose de très particulier qui peut être aussi unique et peut-être qu'il vaut mieux avoir une personne qui est capable d'inventer des choses géniales en avance sur son temps, plutôt que d'avoir des milliers d'ingénieurs avec beaucoup d'argent, mais qui n'ont peut-être pas ce grain justement de génie. Et c'est aussi peut-être la force de Ducati de ces dernières années. Il y a des sous, bien évidemment, mais il y a aussi des personnes extrêmement talentueuses et qui ont évidemment révolutionné la catégorie sur ces dernières années. Et ça pourrait être toujours le cas, bien sûr, avec ce nouveau règlement technique. Bref, je sais évidemment que ce genre de sujet ne plaît pas à tout le monde, parce qu'il y a des on se base sur des déclarations et puis je pars un petit peu en cacahuète. Mais bon, vous savez, j'adore ça, j'aime bien moi un petit peu essayer de voir l'avenir et de voir comment les choses vont tout simplement évoluer. Si je me trompe, je me serais trompé. Et si j'ai raison, j'aurai raison et ce sera cool. Et puis voilà, c'est juste sympa, je trouve, de parler un peu de MotoGP. Bref, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.